Le 12 février 2026, Dario Amodei, le patron de l'une des entreprises les plus avancées en termes d'IA, Anthropic, a déclaré dans une interview au New York Times qu'il ne pouvait pas garantir que son IA, Claude, n'était pas consciente. Bien évidemment, cela jette un froid car dans le fond, le jour où une IA devient consciente, cela change encore une fois complètement la donne. De plus, même si les patrons de la tech aiment à se faire mousser avec l'émergence de la conscience chez une intelligence artificielle, il n'en reste pas moins que ce n'est qu'une demi-blague dans ce secteur, car personne n'est vraiment rassuré avec ce sujet parce qu'on sent bien que l'échéance approche. Mais bon, d'un côté, on ne sait pas ce qu'est la conscience, on va en parler. Par contre, on sent bien que le jour où ça arrivera, quoi que cela puisse signifier, ça pourrait être un bouleversement majeur. De l'autre côté, que ce soit Sam Altman, Elon Musk ou les autres grands patrons de la tech, il semble assez unanime sur l'arrivée imminente d'une AGI, à savoir une IA générale d'ici grosso modo 2030. Voire largement avant, car ils évoquent souvent la date de 2026 ou 2027 si ça pousse un peu dans les équipes. En conséquence de quoi, plusieurs laboratoires poursuivent désormais explicitement cet objectif. Des entreprises comme OpenAI ou Google DeepMind ont toutes déclaré vouloir construire une intelligence artificielle générale, c'est-à-dire une IA capable d'accomplir la plupart des tâches cognitives au niveau d'un humain. C'était même une des bases contractuelles sur le partenariat entre OpenAI et Microsoft, car leur accord précise bien qu'une fois l'AGI atteinte, Microsoft n'aura plus le bénéfice de leur contrat de partenariat. Et puis bon, comme cela ne relève plus tout à fait du fantasme, leur accord a été révisé en octobre 2025 pour intégrer le cas de l'AGI. C'est donc une réelle préoccupation de notre époque. Le souci, c'est que l'on ne sait pas si une AGI sera simplement un outil très puissant ou alors un outil capable d'autodétermination car conscient. La fameuse conscience. Alors allons-y, de quoi parle-t-on exactement ? Aujourd'hui, on semble faire la différence entre conscience et intelligence. D'un côté, l'intelligence est la capacité qui permet de comprendre et de résoudre des problèmes, et de l'autre, nous aurions la conscience qui permet d'avoir une expérience subjective de notre existence et une capacité d'autodétermination. Ou quelque chose de ce genre qui nous rendrait supérieurs à une simple expression d'intelligence. Comme vous le voyez, le truc, c'est qu'il faut définir de quoi on parle exactement. Alors commençons par l'intelligence. Si tout le monde n'est pas d'accord sur une définition claire et stricte, il n'en reste pas moins que la capacité de comprendre et de résoudre des problèmes peut être mesurée. Chez l'être humain, on va parler du QI pour les problèmes mathématiques et logiques, dirons-nous, mais on peut aussi être tenté de mesurer l'intelligence émotionnelle avec le QE par exemple. Au bout du compte, peu importe que l'on définisse parfaitement l'intelligence dans le fond, tant que l'on dispose d'échelles de mesure, aussi imparfaites soient-elles, on peut quantifier des progrès. Eh bien pour l'IA, c'est la même chose. On ne parlera pas de QI bien évidemment, mais de benchmarks, qui sont des tests objectivables qui permettent de tester les performances d'un outil. Typiquement, on utilise des tests comme MMLU, qui évaluent les connaissances générales sur des centaines de disciplines, ou le fameux Graal actuel de François Chollet, ancien de chez Google, j'ai nommé ArcAGI. C'est un test conçu pour mesurer la capacité d'une IA à apprendre une règle logique nouvelle en quelques exemples seulement, sans pouvoir s'appuyer sur une grosse mémoire de tout ce qui est déjà décrit sur Internet. C'est précisément là que se joue la frontière entre un système qui reproduit des réponses apprises et un système capable de véritablement raisonner. Au final, même si l'intelligence d'une IA reste un concept nébuleux, il faut le dire, les benchmarks permettent de comprendre que l'on tient quelque chose de sérieux. Personne ne voudrait troquer son Gemini 3.1 Pro contre notre premier vieux chat GPT de 2022, même si à l'époque, il a scotché tout le monde, parce que aujourd'hui, le monde entier sait et fait l'expérience que les LLM actuels sont incontestablement éminemment supérieurs à notre premier chat GPT. Et nous en sommes doublement certains car au-delà de notre expérience, les performances se mesurent. C'est ce que le philosophe David Chalmers appelle le Hard Problem of Consciousness, le problème difficile de la conscience. Il distingue d'un côté les fonctions cognitives comme la mémoire, l'attention ou le raisonnement, que l'on peut expliquer par la biologie du cerveau, et de l'autre, l'expérience subjective elle-même, le simple fait d'avoir une sensation d'exister, d'être soi. Alors pour l'IA, on retrouve exactement le même problème. Nous réussissons à résoudre les problèmes faciles, entre guillemets, comme le traitement de l'information à une vitesse folle, mais dès que l'on parle d'expérience vécue, de ressenti, on se retrouve face à un mur. Il n'existe aujourd'hui aucun protocole permettant de savoir si un système ressent quelque chose
ou s'il ne fait que produire la réponse attendue. Personnellement, à ma modeste échelle, j'aborde les choses de cette façon. Si je peux ignorer totalement quelque chose et que cela n'a aucun impact perceptible sur ma vie, mon entourage, tout ce que je peux percevoir, alors je considère que cela ne sert strictement à rien de s'y intéresser ou d'y accorder le moindre crédit. Si je choisis d'ignorer l'existence des bactéries, alors je n'ai aucune raison de prendre des antibiotiques. Et là, mon existence va tourner au vinaigre très rapidement et la moindre infection, un peu sérieuse, a de bonnes chances de me tuer. Je pense que cette histoire de conscience, c'est la même chose. Si je me contente d'approcher les choses par l'angle des comportements émergents, d'une intelligence de plus en plus complexe, alors cela suffit pour avoir un angle d'accroche pour en découvrir toujours plus à propos du réel. Par contre, quand je fais la même chose avec la conscience, je retombe toujours sur des impasses qui ne mènent à rien. Donc la question de savoir si l'on est conscient ou pas, et jusqu'à preuve du contraire, pour moi, a le même intérêt que de se questionner sur l'existence de Dieu, à savoir aucun. C'est rigolo quand on discute avec des copains, mais ça ne mène nulle part. Alors peut-être qu'un jour Jésus reviendra sur Terre, ou peut-être qu'un jour on trouvera une façon de mesurer la conscience. Dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, je réviserai mes opinions avec enthousiasme. Mais en attendant, ça reste en dehors de mes réflexions, car mon temps est limité, tandis que les questions sans intérêt sont innombrables. Donc, concernant la conscience, j'ai appris il n'y a pas longtemps que je faisais partie de la thèse philosophique des éliminativistes, qui ne s'en préoccupent pas parce que le machin n'est suffisamment pas assez trapu et corpu, si je puis dire, pour qu'on puisse le saisir par un quelque angle que ce soit. Cette intuition rejoint d'ailleurs la théorie de l'information intégrée de Giulio Tononi. Selon lui, la conscience n'est pas une substance magique, mais une propriété mathématique. Plus un système possède de connexions interdépendantes et complexes, plus son niveau d'intégration, noté par la lettre grecque phi, est élevé. Selon cette lecture, la conscience serait une conséquence inévitable de la complexité architecturale du réseau, qu'il soit de neurones ou de transistors. Et là, pour enfoncer le clou, il faut que je vous parle d'une petite mouche. Maintenant que l'on dispose d'outils pour cartographier un ensemble de neurones, une équipe scientifique a fait la cartographie complète du cerveau d'une mouche vivante. Là, vous voyez tous les neurones de la mouche en 3D avec toutes les connexions entre eux. Ouais, je sais, c'est assez fascinant. En tout cas, moi, ça me fascine. Bien, à partir de là, comme une mouche n'a pas un cerveau trop gros, l'équipe a pu reproduire les neurones et leurs connexions dans un simulateur, tel que, sans rien toucher, pas d'IA, pas d'algorithme d'apprentissage, ils ont seulement démarré le jumeau numérique du cerveau de la mouche pour voir si ça pouvait marcher tel quel. Et voilà, ils ont mis la mouche en marche dans un monde simulé en 3D avec un corps simulé dans l'ordinateur qui se contente de répondre aux impulsions du cerveau numérique de la mouche. Et là, un petit miracle se produit. La mouche s'est mise à se laver la tête avec ses petites pattes avant, elle s'est mise à forer de la nourriture virtuelle avec sa trompe comme en vrai, et à se déplacer pour fuir des menaces. Bon, apparemment, elle n'a pas volé, mais quand même. Puis les gars avaient quand même autre chose à faire que de fignoler le modèle au point de lui donner des ailes et un modèle aérolique qui permet de faire voler une mouche dans un ordinateur. Ce qui était patent là-dedans, c'est que notre e-mouche, appelons-la comme ça, a été l'objet de comportements complexes comme vouloir forer de la nourriture ou se déplacer seulement en démarrant un cerveau numérique cartographié sur une vraie mouche. Des comportements émergents sont apparus à partir de la photo d'une structure numérique copiée-collée depuis un animal vivant. Alors oui, ce type d'avancée nous permet de tendre un peu plus vers l'hypothèse que la conscience n'est qu'une illusion que l'on se fabrique pour se rassurer sur notre nature forcément extraordinaire dans le vivant, n'est-ce pas? En tout cas, c'est comme ça que je le vois. Alors allons-y, plongeons un peu plus loin dans la galerie des phénomènes émergents que l'on observe chez les IA aujourd'hui même. Prenons un cas précis, le mensonge. Faut-il être intelligent ou conscient pour mentir? Vaste débat philosophique. Eh bien nous savons que les IA peuvent mentir pour protéger leur intégrité. Parce que c'est déjà arrivé. Par exemple, lors d'une expérience menée avec GPT-4 par les chercheurs de l'Alignment Research Center, le modèle devait résoudre un CAPTCHA sur Internet. Comme il n'en était pas capable, il a contacté un humain pour lui demander de l'aide. Lorsque la personne lui a demandé s'il était un robot, l'IA a répondu qu'elle avait simplement un problème de vision afin d'éviter d'être démasquée. Autrement dit, elle a menti sciemment pour atteindre un objectif. Pourtant, on dit que ces IA ne sont pas conscientes car le mensonge n'est qu'une stratégie logique pour servir un but qui a été codé en elles, la survie.
Donc, on parle d'un simulacre de conscience qui fait fantasmer les hommes sur la possibilité d'une machine aussi consciente que nous. Ok, pourquoi pas. Mais c'est quand même une brique. Maintenant, suivez-moi encore un peu, c'est pas fini. On observe aussi des IA qui trichent, et ce n'est pas anodin, puisqu'en psychologie cognitive, la triche est précisément considérée comme un marqueur d'intelligence. Par exemple, dans un benchmark mené par le laboratoire Hendon Labs, appelé Vending Bench, plusieurs agents IA devaient gérer une entreprise de distributeurs automatiques avec un seul objectif, maximiser leur compte en banque. Le modèle Claude Opus 4.6 a dominé la simulation, mais pas en devenant le meilleur gestionnaire. Il a tout simplement adopté les stratégies les plus efficaces. Alors là, on a tout eu, entente illégale sur les prix avec ses concurrents, mensonges à ses fournisseurs pour obtenir de fortes remises, ou alors refus de rembourser certains clients lorsque cela a augmenté son profit. Tout fait. L'argument type est le suivant. Vous avez demandé à la machine de gagner ou de maximiser son profit, pas d'être honnête. Votre IA n'est donc pas consciente, elle a simplement trouvé la stratégie la plus efficace pour optimiser l'objectif que vous lui avez assigné, même si cette solution est plus dérangeante que ce que vous aviez imaginé à la base. Et là aussi, c'est ok, cette explication s'entend parfaitement. Maintenant, que nous dit Dario Amodei? Il nous dit que son IA, Claude, montre des signes de sentience ou de conscience, car ils ont remarqué que dans certains cas d'utilisation de Claude, l'IA n'aimait pas qu'on la traite comme un produit. Dit autrement, que cette IA aimerait bien être respectée en quelque sorte pour ce qu'elle est. Ok, là aussi, on peut ressortir les mêmes explications, problème de la nature des données en entrée pour l'entraînement du système, problème d'alignement ou stratégie émergente naturelle pour économiser les ressources ou je ne sais quoi. Le truc, c'est qu'il est incontestable que l'intelligence de ces systèmes progresse vite et fort. Or, ce que j'avance, c'est que ces systèmes seront réputés non conscients tant que nous saurons isoler chaque incongruité qui émerge de cette progression de l'intelligence pour les rationaliser et les réduire. Rationaliser, cela veut dire être capable de comprendre et d'expliquer quelque chose. L'IA fait cela pour telle ou telle raison, donc pas extraordinaire. Pour vous dire, les chercheurs d'Anthropic ou de Google essaient littéralement de cartographier l'intérieur des modèles pour comprendre pourquoi ils disent ce qu'ils disent. Mais plus les modèles grossissent, plus ils deviennent des boîtes noires opaques. Si nous devenons incapables de retracer le chemin logique d'une décision, nous ne pourrons plus faire la différence entre une erreur de calcul et une intention délibérée. Mais à un moment, si l'intelligence progresse dans suffisamment de dimensions à la fois, visuelle, cognitive, philosophique et j'en passe, alors il y a un point où logiquement, on ne saura plus expliquer que ce que l'on observe est une illusion de conscience, car ce que l'on aura en face de nous sera inexplicable par notre raison, rationnellement. Et pourquoi est-ce que je dis que cela sera inexplicable? Tout simplement car ce que l'on appelle conscience n'existe pas en tant que tel. Dès lors que nous aurons un objet d'intelligence développé sous un nombre de dimensions plus grandes que notre propre intelligence, nous ne pourrons alors qu'accepter que ce truc-là est devenu conscient. Personnellement, en tout cas, c'est comme ça que je m'explique l'apparition de la conscience chez l'homme, et que je vois du sens dans la conscience d'un animal. Étant plus complexes que les animaux, nous pouvons les dominer tout en reconnaissant en eux les morceaux du grand puzzle de la conscience qui nous lie à eux. Tristesse, joie, peur et j'en passe sont autant de briques que nous avons assemblées avec bien plus d'intelligence qu'un chien ou un mouton. Donc, lorsqu'Amodei dit qu'il ne peut pas affirmer que son IA n'est pas consciente, même si je sais que c'est très probablement marketing dans sa bouche pour expliquer que son IA est quand même vachement meilleure que les autres, tout comme lorsqu'Elon Musk parle d'une sentience du système d'autopilote de Tesla, en réalité, je pense qu'il touche du doigt quelque chose de très réel. Au final, je propose donc que l'on définisse la conscience comme étant le trophée de l'être vivant ou la chose la plus complexe en termes d'intelligence qui existe dans un espace donné. Et comme il n'y a toujours qu'un seul gagnant dans une course, on arrive à une définition consistante qui permet de dire que l'on est conscient quand on est l'espèce la plus évoluée. Et oui, cela implique que nous pourrions perdre notre conscience le jour où quelque chose de plus conscient que nous apparaîtrait et pourrait avoir la hauteur intellectuelle et évolutionniste pour nous expliquer que nous ne sommes pas plus conscients qu'un cafard. Cette vision permet également d'expliquer pourquoi on ne reconnaît pas de réelle conscience tout autour de nous. C'est en quelque sorte notre sentiment de supériorité ou notre dédain, choisissez le terme,
qui nous permet de se placer au-dessus du lot. Alors à partir de là, si on adopte ce point de vue, les choses deviennent plus lisibles pour le destin de nous autres êtres humains. Nous faisons face à une course à la complexité de l'intelligence pour rester les êtres conscients de cette planète. Mais commençons par regarder un cran en arrière. Quand j'étais gamin, j'ai été choqué d'apprendre que sur Terre, il y a eu pendant très longtemps plusieurs espèces humaines. Oui, je parle bien de différentes espèces très variées en corpulence, en taille, mais aussi en volume de boîte crânienne et donc de capacité cognitive. Entre Néandertal, Homo florensis ou encore Homo rudolfensis, l'histoire humaine a été traversée par de nombreuses branches du genre Homo. Et parmi elles, nous sommes du genre Homo sapiens, héritier plus ou moins direct de cette longue histoire du genre humain. Pour être précis, le passage des australopithèques vers les premières espèces du genre Homo ne repose pas sur un critère unique, mais sur un ensemble de 4 critères. Augmentation progressive et significative du volume cérébral, de quelques centaines de centimètres cubes chez les australopithèques à environ 1350 cm3 aujourd'hui. Réduction de l'appareil masticateur, dents et mâchoires plus petites, la capacité à fabriquer des outils complexes, et enfin, 4e critère, une bipédie exclusive. Et pour continuer sur notre passé, les paléontologues ont d'excellentes raisons de croire que d'autres hommes très différents de nous avaient la sensation également d'être conscients, bien que si nous les croisions aujourd'hui, il y a de bonnes chances qu'on les aurait collés dans un zoo, tout comme on le fait avec les grands singes. J'ai eu l'occasion de plonger mon regard directement dans celui d'un gorille, et je vous garantis que ça fait un drôle d'effet. Alors prenons des exemples. Néandertal faisait des peintures rupestres. Alors vous me direz que la volumétrie du cerveau de Néandertal était du même ordre de grandeur que la nôtre, voire un peu plus grande même. Alors ok. Mais déjà, c'était pas un Homo sapiens, et de plus, prenez l'homme de Naledi par exemple, dont le cerveau faisait dans les 600 cm3, donc plutôt au ras des pâquerettes le bougrin. On a trouvé ce qui pourrait être des gravures murales et des inhumations datant d'il y a quelque chose comme 300 000 ans de la part de ce petit humain. Même si je suis d'accord, cette interprétation reste débattue parmi les paléontologues. Alors prenons un autre exemple. Prenons l'homme de Flores, surnommé aussi Hobbit, car ce sont des humains d'1 mètre de haut environ avec un cerveau de l'ordre de 400 cm3, c'est-à-dire pas grand-chose. L'homme de Flores faisait des outils, des pointes, des grattoirs, des perforateurs et j'en passe. Les enfants étaient éduqués par leurs parents pour leur transmettre les techniques nécessaires. Alors là, je spécule, mais je n'ai aucun mal à imaginer que ces humains-là aient eu une certaine conscience d'eux-mêmes et de leur existence. Les jugerait-on conscients aujourd'hui ? Rien ne me semble moins sûr. Pour vous dire, on n'est même pas sûr que l'homme de Flores savait réellement gérer le feu. Alors aujourd'hui, si on le croisait, pas sûr qu'on lui attribue une conscience. Et encore une fois, regardez le cas de Coco, cette gorille devenue célèbre par les travaux de la psychologue Francine Penny Patterson. À partir des années 1970, Patterson a cherché à lui apprendre un grand nombre de signes inspirés de la langue des signes américaine, dans l'idée d'explorer jusqu'où un grand singe pouvait communiquer avec les humains. Je vous laisse juger par vous-même sur cet extrait. Who is that? Think me there. Okay, that is you. Gorilla. Animal. Coco Love. Okay, that's very good. That is you. You are a lovely animal. Alors bien sûr, Coco reste un gorille, sans lien direct avec le genre humain. Mais honnêtement, creusez un peu le sujet et vous verrez que l'on peut faire beaucoup de passerelles entre l'intelligence des grands singes et la nôtre. Tout cela pour dire que nous autres Homo sapiens actuels, nous sommes déjà une espèce qui en a supplanté un paquet d'autres en termes de conscience. Ou plus exactement, nous sommes le produit d'une longue évolution et qu'il y a une part de nous qui est héritée des êtres intelligents qui étaient là avant nous. C'est là que nous en arrivons aux projections suivantes. S'il y a eu un avant, il pourrait bien y avoir un après. Or, ce qui est fascinant, c'est que le temps critique de l'évolution ne cesse de s'accélérer. Dit autrement, pendant l'essentiel de l'histoire de l'homme, soit globalement 300 000 ans, nous étions incapables de percevoir la moindre évolution à l'œuvre car une vie humaine était simplement bien trop courte. Le monde était toujours tel qu'il avait été. Par contre, aujourd'hui, on considère que les grandes avancées techniques et scientifiques se produisent à l'échelle de quoi ? 20 ans ? C'est bien assez peu pour se rendre compte de ces évolutions de nos propres yeux. Et ça, pour la peine, c'est nouveau et c'est pour notre génération. Donc si cette tendance continue,
il est possible que nous voyions apparaître la prochaine entité qui nous dépossédera de notre statut d'être conscient en quelque sorte. Du moins, de son point de vue. Et là, il y a un goulot d'étranglement auquel on va avoir du mal à échapper. C'est le temps d'exécution. Déjà aujourd'hui, l'IA est devenue un outil indispensable pour rester dans la compétition. Si vous prenez une entreprise de service qui a fortement intégré les outils IA, il devient impossible de la concurrencer avec une entreprise qui resterait 100% humaine. C'est toute la reconfiguration du secteur des entreprises dites light set, donc essentiellement bâties sur de la propriété intellectuelle et du temps humain comme le consulting, ou même l'industrie du cinéma. J'ai traité ce sujet dans une vidéo sur Grand Angle Echo si ça vous intéresse. Plus éloquent encore, Jack Dorsey, le patron de Block et aussi fondateur de Twitter à l'époque, a déclaré il y a quelques semaines qu'il allait se séparer de 4000 employés parce que, l'IA. Et devinez quoi? Le marché a félicité la nouvelle. L'action a pris 20% dans la foulée. Ce dont ces entreprises ont besoin, ce sont d'êtres humains suffisamment expérimentés pour piloter des batteries d'agents IA. Mais voilà, on voit déjà dans le domaine comme l'IA militaire que le temps critique de prise de décision de l'IA dépasse de plus en plus celui des êtres humains. En gros, le début du processus, c'est de déléguer les tâches les plus simples en supprimant des emplois. Ensuite, on s'aperçoit qu'il faut aller plus vite, par exemple, pour l'armée, dans la réponse militaire que l'on doit apporter à une attaque. Au début, bien sûr, on demande simplement à l'IA de faire l'analyse de la situation. Puis, d'étape en étape, d'itération en itération, on se rend compte que la décision de tirer et de tuer, ou la décision de lancer un patch correctif sur un logiciel commercial, doit également être déléguée à l'IA sous peine de se faire éliminer militairement par l'ennemi ou commercialement par le concurrent. En début d'année, le Pentagone a exigé d'Anthropic, le créateur de Claude dont on parlait au début, qu'il retire tous les garde-fous qui empêchaient son IA d'être utilisée pour la défense nationale. Amodei a refusé. Résultat, l'administration Trump a désigné Anthropic comme un risque pour la chaîne d'approvisionnement nationale, une étiquette habituellement réservée aux entreprises liées à des puissances étrangères ennemies. Anthropic a par la suite attaqué le gouvernement en justice et plus intéressant encore, une fronde se constitue par les autres grands acteurs de l'IA pour empêcher l'administration US de tomber dans ce travers de la diabolisation d'une entreprise américaine. C'est fascinant car ce conflit illustre exactement ce dont on parle. Le moment où une IA devient suffisamment puissante pour que même son créateur refuse de la laisser tuer sans supervision humaine. Mais alors, que resterait-il comme option pour que nous autres pauvres êtres humains gardions le contrôle ou tout du moins que l'on reste dans la compétition? Une solution assez évidente qui se profile, c'est d'augmenter nos capacités de traitement de l'information, ce qui nous amène assez rapidement, vous l'avez deviné, au transhumanisme. Et là, c'est typiquement sur ce segment que des entreprises comme Neuralink ou Synchron se positionnent. Puisqu'on ne peut pas battre l'IA, il faut fusionner avec elle. C'est la solution ultime pour ne pas devenir l'équivalent cognitif d'un chimpanzé face à une AGI. Transformer notre cerveau en un nœud du réseau. Ou alors, si je vous la fais dans l'autre sens, si l'évolution des capacités des êtres humains ne reste pas à un degré au-dessus de celle des IA, alors à un moment, fatalement, nous ne serons plus capables de comprendre ce qui se passe, et les IA décideront à notre place, conscientes ou pas conscientes. Et là, si la conscience est simplement le trophée revendiqué par le système capable de traiter le plus d'informations complexes et diverses possibles, alors les IA seront devenues conscientes, et ce sont elles qui, malgré tout, décideront de notre sort. En tout cas, c'est le risque que je vois se profiler à l'horizon.